nous accueillons Lisa Mandel et Troups. Je regarde parce que je ne suis pas sûr de... Donc, petite présentation. Donc, d'abord, on va commencer par Lisa. Lisa, qui est-elle? Alors, si tu veux suivre par là. Donc, on la connaît pour ses œuvres jeunesse, qui débutaient il y a maintenant une vingtaine d'années, avec ce ton absolument délirant, désopilant et assez unique, qu'on ne retrouve pas forcément dans ces scénarios qui, au début, ces scénarios de fiction nous présentent plutôt des polars stylisés, inquiétants, esthétiques et travaillés. Et puis, c'est surtout le domaine du réel qui va la faire connaître d'abord avec HP, puis un petit détour au Cambodge, dont j'ai retrouvé alors, j'ai trouvé ça il y a longtemps, mais c'était même avant, mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est ces dessins-là qu'on trouve beaucoup moins dans votre travail, de la mise en couleur, des choses comme ça, qui étaient vraiment des œuvres un peu d'avant, mais c'est véritablement HP qui nous entraîne dans le milieu des asiles au moment où ils deviennent des hôpitaux psychiatriques, c'est-à-dire cette transition entre les années 70 qui va inspirer beaucoup de personnel soignant, dont vos propres parents. Et donc, du coup, c'est cette histoire, alors c'est ce que je disais, d'une transmission et à la fois familiale et aussi un documentaire passionnant sur l'état aussi donc, de la psychiatrie en France et puis de la manière dont nous-mêmes on traite les autres individus dans notre société. Et puis, Lisa est aussi une voyageuse qui va nous amener d'abord aussi en Argentine et puis qui va se raconter à travers des blogs. J'aurais pu le dire un peu tout à l'heure, mais dans les années 80-90, c'était l'ère du fanzina. Et maintenant, on est vraiment dans l'ère du blog, c'est-à-dire l'auto-publication avisée comme ça, publique, pour se faire connaître et puis être édité. Alors, elle le dit très bien. Hein, pourquoi un blog aussi pour voyager, pour ne pas être seul? Parce que, ça, je vais vous le demander, mais c'est vrai que être auteur de bande dessinée, c'est parfois être un peu seul. Lisa, elle va nous amener aussi, donc, comme je vous l'ai dit, dans la jungle de Calais, et elle va offrir, je trouve, une dimension absolument unique. Aucun autre média ne pouvait offrir. Donc, c'est coécrit avec Yasmine Mouaga, qui est sociologue, et qui, ensemble, vous avez lancé la collection Sociorama, qui va être des enquêtes sociologiques en bande dessinée. Dont certaines, vous en avez fait une et puis édité ou du moins participé à celle des autres, qui scrutent littéralement de manière sociologique des comportements dans notre société, sans point de vue, sans vraiment avec cet aspect d'observation qui est très bien fait. Un autre voyage à Beyrouth, et là, ça va nous permettre, on parlera tout à l'heure justement de ceux qui vous commanditent pour aller voyager, de la même manière qu'aussi Troops, hein, parce que là, c'était une ONG, je ne suis pas très bon sur la liaison, pardon, Solidarité internationale. Et puis, Lisa, elle nous croque, elle croque les gens, elle nous déforme à travers les journaux, à travers ses chroniques, aussi bien pour Le Monde que Le Monde Diplo, et notamment avec la famille Mifa, qui est probablement l'une des 2-3 pires familles de France, hein, on peut le dire. Je ne sais pas les autres, mais voilà. Et puis, Lisa, elle ne vit pas forcément dans un placard. Elle exprime sa sexualité et elle exprime la sexualité sous le côté des super-héros, avec notamment Super Rimbaud, qui est un prolongement, je crois, d'une 24 heures BD qui était Francis et Lisa, qui est disponible en port. On peut le trouver sur le net et qui était un très bel épisode 0. Et puis aussi, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup, mais Lisa, beaucoup de dimensions dans votre travail qui sont passionnantes, c'est le projet que vous avez eu de manière... moi, je vous ai parlé du confinement, que je me suis retrouvé derrière mon écran. Et bien, je n'étais pas le seul. Et donc, vous êtes parti sur un projet complètement délirant et à la fois courageux et à la fois inspirant, mais qui va aussi solder par beaucoup d'humanité. Et j'ai trouvé que c'est très touchant. Dans une année exemplaire, elle fait le vœu de faire une page de bande dessinée par jour, qui est déjà un vrai sacerdoce. Et puis, elle s'engage elle-même sur un chemin qu'elle estime vertueux pour le bien-être, pour la santé mentale, pour essayer de se rétablir. On en parlera un peu après. Et puis surtout, ça va être l'occasion donc d'un dialogue entre son lectorat et puis de lancer une initiative éditoriale qui sont les éditions exemplaires. On va évidemment revenir dessus. Les éditions exemplaires qui ont donc 2 ouvrages en lice actuellement, donc Animan de Anouk Ricard, et puis le dernier livre de Lisa, Se rétablir aussi, donc 2 livres, enfin Se rétablir qui parle de réel, qui sera donc une enquête sur le rétablissement en santé mentale, et ça aussi on va en parler parce que c'est une approche totalement unique, hein, qui est ni celle des médecins, ni celle de l'autorité, mais du dialogue, et du dialogue qui est retranscrit. Voilà, donc on va aborder tous ces sujets avec Lisa, et
Merci en tout cas d'être parmi nous et nous on est ravis. Troubs, ça va bien. Donc Troubs, tu es plutôt un voyageur, c'est pareil, tu as à peu près 25-30 ans de bande dessinée. Donc qui... le bouton. Ça marche, on m'entend. Quand on regarde tes derniers bouquins, on se rend compte que ça colle à toutes les thématiques qu'on trouve dans ton travail, cet aspect qui est donc de la transmission humaine, c'est-à-dire que tu voyages, tu rencontres des gens et tu nous fais vivre un peu ce que toi tu vis dans ton rapport, dans la découverte de l'autre. Et puis tu as ce côté aussi qui est très attaché à la nature, parce que la nature, c'est finalement le temps qui passe, et c'est aussi, ça a un rapport à notre propre humanité. La nature qui peut être d'une manière vraiment, on va dire, naturaliste, où tu saisis comme ça, comme un observateur, la nature, ou plutôt sous forme de fable, où tu mets de l'âme un peu dans ces animaux, qui est souvent de ton âme à toi, qui doit te permettre, on en discutera aussi, probablement de créer un peu de distance. Et puis, il y a une partie aussi de ton travail qui est intéressant, qui est aussi, chez Lisa, c'est des collectifs. Vous travaillez des fois en groupe, et toi notamment, tu as pu travailler avec de nombreux auteurs de bande dessinée, dont Edmond Baudouin, dont tu as fait plusieurs bouquins, dont évidemment on parlera. Donc ça, c'est l'aspect, vous voyez, animalier de Troubs, qui est très, très onirique parfois dans son approche comme ça de l'animal, et très graphique. J'aime beaucoup là où on voit jamais le chant en entier, mais seulement des parties pour signifier mouvement. Notamment, quand tu voyages aussi en Indonésie, tu travailles énormément les formes. Tu travailles notamment là avec cette immersion d'éléphants qui devient au début figurative pour devenir plus que des formes comme ça, sombres, comme des espèces qui se confondent avec la boue. Ou donc, c'est ce que je te disais aussi, l'aspect un peu plus fable, un peu plus large. La nature. Et puis, ça m'intéresse aussi beaucoup, puisque tout à l'heure, je parlais de préhistoire de la bande dessinée, ce collectif que tu as pu faire sur Rupestre, pardon, sur les grottes de Lascaux, et puis sur cette approche aussi du dessin, pas primitif, mais premier, comme ça, sur les formes, les modelés et tout, donc vraiment sur du dessin à l'état pur, quoi, en fait. Et ça, tu nous en parleras. Et puis, bien sûr, on parlera d'humain avec le travail que tu fais avec Edmond Baudouin. Et puis, tes derniers travaux, puisque si tu voyages des fois loin, tu voyages des fois juste à côté de chez toi. Et puis, à côté de chez toi, il y a aussi des gens intéressants. Donc, ces gens intéressants, tu en parles dans tes bouquins, Cuisine centrale, Ton voisin ou La bouille. Donc, merci à vous d'être là. Puis, donc moi, j'avais plusieurs questions à vous poser. Alors, elles sont sur mon portable. C'est pas que je refais mes textos en même temps ou que... Il faut que je fasse mon Wordle, excusez-moi. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans la transmission de parole? Qu'est-ce qui vous plaît dans reprendre le témoignage de quelqu'un et le retranscrire? Moi, personnellement, c'est parti vraiment... j'ai commencé à faire du documentaire, on va dire, parce que d'autobiographie, j'en ai fait depuis que j'ai 9 ans. En fait, moi, je tiens un journal intime depuis que j'ai 9 ans. Je l'ai tenu jusqu'à ce que je commence à faire de la BD. Donc, de 9 à 24 ans, j'ai tenu un journal quasiment tous les jours. Donc, les premiers albums sont très drôles. Après, voilà. Donc, j'ai toujours eu l'habitude, mais au départ, c'était pour moi. Ensuite, c'est vrai que quand il y a eu les blogs BD qui sont arrivés, moi, je cherchais un angle, et c'est vrai que je voyageais déjà pas mal. Et je trouvais que je revenais de mes voyages avec aucun souvenir, avec aucun récit. Et mes parents me disaient toujours, tu nous écris pas. Et je m'étais dit, je vais créer un blog autour de... Donc, c'était un voyage en Argentine. Et comme ça, je pourrais raconter ce qui m'arrive au jour le jour. Et moi, j'aimais beaucoup l'idée de la prépublication aussi. Et quand je suis arrivée, il y avait encore... Donc, moi, j'ai commencé à être chaud avec Nini Patalo, donc il y avait encore de la prépu. Et ensuite, la presse s'est effondrée, il n'y avait plus de prépublication. Et moi, je fais partie des autrices et des auteurs qui ont beaucoup souffert de la disparition de la presse, parce que je suis quelqu'un qui aime bien travailler par petits bouts et aussi avoir des retours réguliers sur mon travail. Parce que justement, la douleur un peu d'être auteur de BD, c'est d'être tout seul chez soi et d'être isolé dans son monde. Et moi, c'est vrai que autant c'était une vocation, autant ce côté-là hyper solitaire ne me convenait pas forcément. Donc voilà, reporter d'abord mes récits à moi et ensuite les récits des autres, c'était une manière aussi de sortir de moi-même. Et puis ensuite, d'une manière plus militante, je me suis rendu compte qu'en étant auteur de BD, on avait un moyen d'expression. Donc en fait, ce qu'on racontait pouvait être lu par un grand nombre de personnes. Et je me suis rendu compte que j'avais une espèce de besoin
de raconter des histoires de personnes qui n'avaient pas forcément la parole habituellement. Et c'est devenu un peu quelque chose qui m'a... Parce qu'il y a plein de gens qui ont des récits de vie incroyables. Et aussi, il y a des histoires qu'il faut raconter. Et d'un coup, je me suis dit, mais un peu comme un journaliste, en fait, je me suis dit, mon Dieu, mais ces histoires-là, il faut les raconter, il faut que les gens soient au courant. Et donc, par exemple, la junte de Calais, c'est parti vraiment d'un traumatisme, d'un choc en arrivant là-bas avec la sociologue. D'ailleurs, toutes les deux, on a été hyper choqués. On a dit, oh, il faut en parler, il faut en parler. Donc, parfois, ça vient du cœur comme ça. HP, j'ai grandi avec mes parents qui me racontaient les récits en HP et j'ai eu envie de raconter ça parce qu'on me l'avait raconté. Et en creusant, je me suis rendu compte de l'horreur en fait de ce milieu-là à l'époque et de la maltraitance systémique. Et donc, bah voilà, pareil, je me suis dit, mais il faut en parler, il faut en parler. Donc en fait, souvent, ça vient d'un besoin en fait d'exprimer les choses. Et je me suis retrouvée un peu plongée dans le milieu de la psychiatrie parce que je suis née dedans, parce que dans ma famille, plusieurs personnes sont concernées aussi par la maladie psy. Et donc, ça a eu du sens pour moi de le raconter et transmettre le récit des autres. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me nourrissait beaucoup moi aussi. Il faut dire, on fait aussi des BD effectivement pour les autres, mais on les fait aussi pour soi. Et c'est quelque chose qui me donne l'impression de faire un travail qui a du sens. Après, ça m'empêche pas à côté de ça de faire des choses beaucoup plus légères. Et je comprends aussi qu'on fasse de la BD légère. Mais pour moi, au fur et à mesure de ma vie, de ma carrière, j'ai eu envie de plus en plus de faire des BD qui avaient du sens pour moi et raconter finalement ce genre de récit et prendre la parole, et finalement offrir un espace de parole à des personnes qui l'ont pas forcément, notamment les personnes concernées par les usagers de la psychiatrie. Les personnes concernées souvent n'ont pas la parole, on les croit pas, ils sont décrédibilisés, ils sont invisibilisés. Et ce public-là, je trouvais que c'était hyper important de leur donner un espace, quoi. Offrir un visage, dessiner un Voilà, visage qui soit pas un cliché. Ouais. Et pour toi C'est un peu la même chose en fait finalement. Moi j'ai toujours tenu aussi un journal de bord. J'ai toujours fait des croquis, surtout beaucoup. Tu vois, du dessin comme ça. Et des croquis avec de l'écriture au milieu. Et puis après j'ai très vite voyagé, quoi. Fait des voyages au long cours, quoi, assez longs. Et ce qui fait que quand on voyage assez longtemps, justement on peut avoir des relations personnelles en fait avec des gens qui habitent loin, qui ont d'autres points de vue, qui sont dans d'autres mondes et tout ça. Donc ces gens-là arrivent à se confier à vous. Et donc après, on a vraiment des témoignages intéressants. Et puis une envie de porter ces témoignages, les envies de le donner à tout le monde, quoi. Quand ça commence à faire sens, en fait, dans un récit, quoi. Donc c'est plutôt ça, en fait. Il y a une accumulation de témoignages, de croquis, de notes, de choses comme ça. Puis qu'au bout d'un moment, ça devient quelque chose de vraiment important à raconter. Donc voilà, il faut le faire après, quoi. Peu importe le moyen. Et justement, ça ne doit pas être évident quand de synthétiser les expériences que vous trouvez, d'en faire un récit, d'en faire un livre, parce que ça veut dire que vous partez vous-même je pars en Argentine, je dois faire ça, je pars en Honduras, je dois faire ça, ou au contraire, vous laissez guider par le rythme de la vie, puis après, vous synthétisez tout ça, ou vous déformez un peu pour le faire rentrer dans un livre, ou... Il y a plusieurs sortes de voyages. Comment vous faites par rapport à votre morale, justement, pour vous dire ça m'intéresse, ça, il faut que je le dise. C'était très bien, mais Lisa, qu'est-ce qui vous a choqué, justement, la première fois? Enfin, évidemment, à Calais, on s'en doute, mais justement, qu'est-ce qui a été le déclencheur de vous dire ça, il faut que je le raconte? Vous questionnez votre propre morale, La jungle de Calais, c'est que d'un coup, on arrive dans un endroit, on est en France. Calais, c'est en France. On arrive dans un lieu où d'un coup, il n'y a plus d'état de droit, il y a plus de... C'est comme si la jungle de Calais, nous on est arrivé, on s'est vraiment dit, mais c'est comme si on n'était plus en France. C'est-à-dire qu'on arrive dans un lieu, les gens dorment dans des tentiglous. Enfin, faut y aller pour le comprendre. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu aller là-bas. On arrive, c'est des gens qui dorment dans la gadoue, sous la pluie, parce que Calais, c'est pas le climat le plus riant de France, dans des tentiglous, alors que c'est tous des gens, la plupart du temps, qui viennent de pays chauds en plus. Donc, doublement, on se dit, oh mon Dieu. Et en plus, dans des conditions hyper horribles, qui ont fui une situation souvent personnelle horrible, soit des guerres, soit des situations de précarité extrême, qui n'ont même pas envie d'être en France, parce qu'ils ont envie d'aller en Angleterre, ils sont bloqués, entourés de gens qui n'ont pas envie qu'ils soient là. Et nous, quand on est arrivé là, et puis il y avait, au-delà du côté précaire et glauque de la situation, il y avait aussi toute une ville qui s'était créée finalement. C'était une ville faite de briques et de broc. Il y avait des hammams, enfin quand je dis des hammams, c'est qu'il y avait des endroits pour se doucher. Il y avait une école, il y avait un cirque, il y avait des salons de coiffure, il y avait des restaurants. En fait, c'était ça aussi qui était dingo. C'était à la fois complètement surréaliste, et à la fois très choquant. Et en plus, quand on est arrivé, on a appris avec la sociologue qu'il ne restait plus que 6 mois à cette jungle avant d'être complètement rasée.
Donc c'est aussi ça qui nous a fait dire il faut qu'on en parle maintenant. Et du coup, on a contacté Le Monde, parce que moi j'étais déjà en contact avec Le Monde qui m'avait proposé, par le biais de Frédéric Potet, de faire une chronique ou de faire un blog sur Le Monde depuis un moment. Puis on n'avait pas d'idée. Moi j'avais pas eu d'idée. Et là j'ai appelé Frédéric, je dis écoute, si tu veux, je fais une chronique sur la jungle de Calais. Donc en fait cette chronique, elle a été aussi prépubliée sur Le Monde.fr pendant 6 mois. Voilà, donc il y a eu ça. Et c'était le choc, il a été vachement humain. C'est-à-dire que Yasmine comme moi, on a été un peu, je pense qu'il y a eu un certain trauma de... Il marche encore le micro là, Non. Alors, pourtant, c'était censé être neuf, les batteries. Donc voilà. Vous m'entendez ou pas? Bon, voilà. Et, mais voilà, c'est parti d'un voilà, c'est parti d'un truc, et c'est l'avantage de la BD, mais je pense qu'on développera après, de la BD du réel, de la BD documentaire, c'est qu'on peut se permettre cette subjectivité, et on peut, là où un journaliste ou un sociologue, quelque part, doit vraiment se mettre en retrait et pas forcément parler de ses propres sentiments, en bande dessinée documentaire, on peut se permettre de se mettre en scène quand on estime que ça a une utilité, et d'exprimer nos sentiments, et donc ça crée une empathie avec le lecteur qui est plus facile, et ça, je trouve que c'est aussi génial. C'est ça un peu ma question, effectivement, sur l'empathie. C'est la même chose. Après, chaque sujet est différent, tu vois, évidemment, quoi. Mais c'est sûr qu'on a le temps, quoi, tu vois, d'avoir une réflexion, d'être sur place. Quand on n'est pas dans une commande pure et dure, quoi, tu vois, de journalisme, en fait, de trucs comme ça, ouais. On peut vraiment prendre le temps de faire un truc, tu vois. Comme, tu vois, j'ai fait un truc sur le Liban, là, qui s'appelle Les Oiseaux, en fait, où j'étais à Beyrouth. Donc, tu vois, tout à fait une autre expérience que la tienne, en fait. Mais j'ai voyagé beaucoup de temps là-bas, en fait. Et moi, ce qui m'a choqué en arrivant au Liban, c'est la ville hyper capitaliste, hyper polluée, c'est tout ce qu'il faut pas faire, en fait, à Beyrouth, quoi. Tu vois, c'est pas la faute des Libanais, c'est la faute à personne, c'est la faute au monde en général. Mais en tout cas, il se passe que cette ville-là est complètement folle, en fait. Et moi, j'avais envie de parler de ça, en fait, tu vois. Mais il m'a fallu du temps pour trouver un biais, pour trouver un angle, pour pouvoir le faire bien, quoi, je pense. Donc voilà, tu vois, chaque sujet a des choses différentes. Tu parlais du Laos aussi tout à l'heure avec les éléphants. Là, c'était plutôt une commande, en fait, d'une association là qui essayait de sauvegarder les éléphants d'Asie, tu vois. Donc par ce biais-là, on peut parler évidemment de la déforestation, de tous les problèmes politiques, en fait, qui se passent en Asie du Sud-Est et tout ça. Et bon, là, c'était plus une commande, tu vois, c'était plus un temps défini. Puis j'étais pas tout seul aussi, il y avait Nicolas Dumonteil qui travaillait avec moi. Du coup, là, on était un peu plus cadré sur, tu vois, quelque chose comme ça, quoi. Mais moi, j'aime bien partir en voyage et me laisser aller, tu vois, sur des réflexions, laisser voir ce qui se passe, en fait, et nourrir une réflexion plus lente et plus tranquille. Et... Le filtre un peu pour faire justement accumuler, et puis après... Ouais. Laisser maturer. Puis en plus, quand vous reprenez le dessin, vous avez donc, je suppose, vous repensez à la scène, à la situation. Moi, je publiais du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'avec Yasmine, on vivait la situation, on faisait l'enquête l'après-midi et on la dessinait le lendemain matin. Donc c'était au contraire, il y avait une espèce de fraîcheur et d'immédiateté dans la retranscription de notre enquête. Donc c'était pas du tout. Et puis en plus, et moi je fonctionne toujours comme ça, c'est-à-dire que je veux pas laisser passer trop de temps entre la rencontre de quelqu'un et l'interview parce que je perds, je trouve l'essentiel de la rencontre. Donc mais il y a besoin quand même de ce temps. Moi aussi, je suis partie à chaque fois plusieurs mois dans les pays ou dans les endroits où je suis allée. Je suis toujours restée plusieurs mois. Et il y a un temps aussi pour savoir ce qu'on veut raconter, effectivement, et trouver l'angle. Mais après, au niveau du récit lui-même, c'est vrai que peut-être on bosse pas de la même manière. Moi, j'ai besoin que ça sorte au fur et à mesure, quoi. Oui, c'est ça. Il y a une prise de notes au fur et à mesure, évidemment, quoi. Mais ça, je sais pas, ça se construit. Moi, je fais plutôt des storyboards, en fait, tu vois, sur place, quoi. Je construis des pages et des machins, tu vois, je fais un brouillon de la BD, quoi, en fait. Et c'est ça qui est en train d'évoluer souvent, quoi. Mais après, encore une fois, ça dépend du temps, quoi. Mais moi, le fait d'être tout seul, moi, ça me fait pas du tout peur, au contraire. Tu vois, je sais pas, tu disais ça peut-être un peu, mais moi, j'aime beaucoup, en fait, voyager tout seul et avoir le temps, justement, de décarcasser le truc et puis revenir. Ce côté solitaire de création, moi, ça me va très bien, quoi.
Ouais, mais alors c'est pas la même solitude quand on est dans un pays étranger, on est tous les jours nourri par tout ce qu'on voit et tout, et seul dans son bureau, dans sa sûr, ville. ouais. C'est Ouais, ça dont ouais. je parle. Parce que moi aussi, ça me gêne pas. Ça m'a pas gêné à des moments de partir seule. Il y a plusieurs pays où je suis partie complètement. L'Argentine, je suis partie toute seule pendant 4 mois. Je connaissais personne là-bas. J'ai fait des voyages comme ça au Canada. J'ai fait pareil. Ça me pose pas de problème. Non, quand je parle de solitude, c'est vraiment le truc d'être enfermé chez soi, D'accord. dans son quotidien et de rencontrer personne. Mais le voyage, c'est encore autre chose parce qu'on devient une éponge en fait. On disparaît. C'est très beau. On Et disparaît ouais. dans le paysage et on s'oublie en fait. Et quand on voyage seul, c'est beaucoup plus facile de Ah rencontrer oui, les oui. gens, quoi. C'est tout de suite, ça va tout de suite, quoi. Tout à fait. C'est un gros avantage. C'est très intéressant ce que vous dites. Et effectivement, je reprends quelque chose sur la jungle que vous avez dit, Lisa, qui moi, qui m'a même frappé. Je sais qu'à un moment, vous avez notamment une interview d'un CRS et c'était très marquant parce que vous expliquez qu'en fait, cet homme-là, il a un devoir de réserve, donc il ne peut pas en fait l'ouvrir, mais à vous, il peut parce que il est pareil, c'est un dessin. Et que... Il peut parce qu'il était plus sur place. D'abord, je l'ai anonymisé et ensuite, Oui. il était plus surcalé. Mais en fait, on n'a pas réussi à interviewer. On a réussi à interviewer aucune personne détractrice. C'est-à-dire qu'on a voulu interroger des riverains, on a voulu interroger les pompiers, on a voulu interroger la police, et en fait, personne n'a voulu nous répondre. Alors qu'avec la sociologue, c'est quand même une sociologue, c'est une chercheuse au CNRS, donc on avait vraiment une envie d'objectivité, quand même, d'honnêteté. Et ben, on n'a pas pu interroger les personnes qui auraient pu nous dire des choses intéressantes sur le fait que c'est un problème qu'est cette jungle. Sauf cette personne-là qui est le frère d'un ami et qui lui a parlé. J'ai trouvé d'ailleurs son discours ultra intéressant. Ben oui. Et on aurait aimé avoir plus de discours comme ça. C'est que vraiment, il y a eu une peur, je pense, des gens. D'abord, il y a le devoir de réserve et il y a eu une peur des gens de ce qu'on allait en faire en se disant ah, c'est des gros hippies, elles vont faire un truc contre nous, alors que c'était pas du tout notre but. L'approche, ouais. Mais c'était ça que je trouvais intéressant, c'est que la bande dessinée, justement, offrait une dimension qu'on ne pouvait pas avoir dans d'autres médias, et le fait que la spontanéité. Le dessin, Troupe, tu en parlais aussi tout à l'heure, et je crois que ça se voit aussi dans vos récits de voyage, comme quoi le dessin est une langue. Ça vous permet de parler, et Troupe, on voit souvent que, notamment quand tu rencontres aussi des migrants, on te demande des portraits pour pas oublier les visages, pour pas oublier. Et donc là, le dessinateur, est-ce que des fois, vous avez l'impression que votre métier de dessinateur, vous le transportez avec vous quand vous voyagez Enfin, on a l'impression avec. Ah oui, bien sûr, c'est tout de suite. On fait des dessins sur place, on montre ce truc-là, et ça marche avec tout le monde, quoi. Même si on parle pas la langue, en fait. C'est exactement ça. Ouais. Et le fait de faire des portraits, là, tu vois, il y a le bouquin qu'on a fait avec Edmond. Là. Enfin, ça, c'est le 3e qu'on a fait sur la vallée de la Roya. Ah ouais. Donc c'est l'histoire de migrants. C'était en 2018, là, quand il y avait beaucoup de migrants qui passaient par là. C'est l'histoire des bénévoles, des associations qui les aident, avec Cédric Héroux et tout ça. Et le principe qu'on fait avec Edmond, là, c'est que là, on fait pour le coup, on fait le bouquin sur place, parce qu'après, on n'aura pas le temps de le faire quand on sera rentré chez nous. Donc là, on fait vraiment des pages sur place et on fait des portraits des gens, en fait, directement, des portraits qu'on donne aux gens. Donc ça, c'est vraiment une approche magnifique, quoi, à tout le monde, quoi. Ça passe tout de suite, quoi. Et le temps qu'on donne le portrait, qu'on fait le portrait, on rentre dans une discussion, et si la discussion colle, bien après on peut étendre ailleurs, quoi. C'est une façon vraiment de rencontrer les gens qui est magnifique, quoi. Le fait de dessiner par rapport à un photographe ou par rapport à des journalistes qui arrivent. Parce que le photographe a ce côté, regarde, cet œil-là qui appuie ou qui est ouais, un peu... qui vole un peu, quoi, tu vois. Ben et puis qu'on ne peut pas donner derrière, quoi. Exact, ouais. Ouais. Moi, je prends pas du tout je dessine pas et je prends très peu de photos, donc je fais vraiment tout par. Toute mémoire. Ouais, note. Enfin, en fait, j'enregistre les gens. Je fais de l'enregistrement et j'observe. Mais c'est vrai que, moi, je suis pas une grande amatrice de dessin d'observation. Je suis pas très bonne à ça. Ces dessins d'observation, c'est très particulier. Il y a vraiment une communauté de dessinateurs d'observation, comme Benoît Guillaume. Enfin, je cite toujours Benoît Guillaume parce que je trouve ça génial. En fait, moi, il y a plein de gens. Charles Berbarian, qui est un super dessinateur aussi du réel, qui sait jamais. Et en fait, moi, j'ai jamais eu ce talent. Et je trouve que quand je vois ce qui se fait autour de moi, ça m'a toujours complexé. En fait, et je me suis dit, mais pourquoi je vais m'acharner à faire du dessin d'observation alors que c'est pas mon truc. Et donc moi, en fait, je suis vraiment. Moi, c'est encore plus. J'arrive vraiment masquée. C'est-à-dire, je filme pas. Sauf quand c'est des interviews où là on est en vis-à-vis, mais dans des lieux comme la jungle, c'était Yasmine qui prenait des notes. Moi j'étais juste là, je regardais, j'imprimais tout, et ensuite c'est pour ça qu'on devait aller très vite parce que j'avais pas pris de notes, j'avais pris de photos, donc il fallait que le truc il soit fait très vite. Sur la mémoire vive, ouais, encore. Voilà, exactement. Donc, du coup, tu bosses tous les soirs après, quoi. Bah là, pour la jungle de Calais, c'est ça. Ensuite, j'ai fait un burn-out. Donc, on a fait un jour sur 2. Parce que c'était trop. Moi, je me levais à 7h du mat, je faisais les pages.
Yasmine faisait du yoga, elle allait se promener en attendant, et ensuite elle était hyper speed, elle voulait qu'on aille faire l'enquête. Et elle voulait pas y aller toute seule parce qu'elle avait compris que quand elle y allait toute seule, il y avait des fois où je voulais pas dessiner ce qu'elle me racontait. Elle disait oui, j'étais à une réunion, il y avait 42 personnes dans une tente, est-ce que tu peux dessiner ça? Et moi je disais non, non, non. Et donc elle voulait que je vienne avec elle. Et du coup moi je bossais en double en fait. Et au bout d'un moment, on était en plus, l'ambiance était quand même lourde à caler. Et au bout de plusieurs semaines, je lui ai dit c'est un rythme qui est trop horrible pour moi. Donc on a fait un jour sur deux, c'est-à-dire qu'un jour on faisait l'enquête, l'autre jour on faisait le dessin, mais il y avait plus dans le même jour les deux quoi. Mais c'est vrai que c'est là on avait partagé le travail en deux. Mais quand je suis toute seule, moi je prends des notes effectivement, mais je dessine jamais. C'est très rare. En plus, la plupart des gens ils veulent être anonymisés, donc ça me va bien de pas dessiner parce que comme ça, je peux inventer un visage derrière si les personnes n'ont pas envie qu'on les reconnaisse quoi. C'est dur de vous impliquer vous-même dans vos bandes dessinées, de se dessiner, de trouver sa place dans la case, de trouver sa place dans la page, de ne pas se dire tiens, je fais un exercice d'ego pur et dur, mais au contraire, j'essaye vraiment d'être dans la transmission. C'est pas évident, ouais. Enfin pour moi en tout cas, de me représenter. Je me rajeunis, plus ça va, plus je me rajeunis en fait. Donc ça doit vouloir dire quelque chose, certainement, mais... Il est ligne claire à la fin, trouve. Ouais, regarde, tu ouais. vois sur ce... Une espèce d'ange. Ça m'a étonné. Ouais. Là. C'est ça, ouais. C'est vrai, hein, je deviens... ouais. Lise, elle dessine plus qu'un œil. Je reviens à l'enfance en fait. Donc, en tout cas, ça pose toujours un problème, quoi, c'est sûr. Ouais. Mais bon, j'essaye de le résoudre gentiment. J'essaye de pas trop... je sais pas... Quand c'est vraiment des histoires à l'étranger, de reportages comme ça... je mets pas des trucs personnels en fait, très peu quoi. Tu vois, je suis vraiment assez pudique là-dessus, je crois. Mais bon, il y a quand même besoin d'un personnage qui amène l'histoire et qui fait expliquer voilà qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et qui fasse le voyage, ouais. Ben oui, voilà, qu'il fasse le voyage. Et puis pour le lecteur aussi, je crois que c'est peut-être pas mal aussi d'avoir un support. Tu en parlais tout à l'heure dans ta présentation. Ouais. Alors moi, j'ai aucun problème à me représenter. J'ai fait des autobiographies, donc quand même, où je me suis dessinée tous les jours pendant 1 an. Après, je fais un choix, c'est-à-dire qu'il y a des projets pour lesquels il n'y a aucune nécessité que je sois dans l'image, notamment ce que je fais sur la psychiatrie, j'y suis pas, parce qu'il n'y a pas d'intérêt que j'y sois. Quand c'est intéressant, effectivement, par exemple, la jungle de Calais, avec la sociologue, on s'est posé la question, mais on trouvait que c'était très intéressant, enfin que c'était important qu'on soit mis en scène aussi pour expliquer d'où on parle. Si on met pas le personnage qui est soi dans une histoire, ça donne une impression d'universalité. C'est-à-dire que ça donne l'impression que ce qu'on dit, c'est la vérité, alors qu'il faut toujours bien penser que on parle que de notre point de vue. Et donc, c'est très important de nous mettre en scène pour que le lecteur puisse comprendre ça, parce qu'il aurait le droit de nous dire, mais pour qui vous vous prenez, genre vous nous sortez des vérités. Et moi, j'estime n'avoir ni la culture, ni la possibilité, ni les compétences pour parler au nom de tout le monde. Après, quand c'est la psychiatrie, que je raconte des témoignages de gens, j'ai zéro intérêt d'être dedans, parce que c'est les gens qui me racontent leur histoire. Moi, j'ai rien à faire là, donc je m'y mets pas. Mais globalement, moi, ça me pose pas. Puis après, on trouve moi, c'est un espèce d'avatar, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autodérision, je me moque beaucoup de moi. Et du coup, quand on se met en scène en se moquant de soi, c'est beaucoup plus facile. Je sers aussi à faire, des fois, je suis un peu la nana qui a rien compris, ou qui est hyper choquée, ou qui pense qu'à manger alors qu'on est dans la jungle de Calais, qui voudrait juste aller manger au restaurant parce qu'il est hyper bon, le restaurant afghan. Voilà. Et du coup aussi, ça permet aussi de raconter des choses un peu honteuses. Voilà. Donc moi, c'est pas un souci. Mon personnage, je l'ai bien séparé de moi. Et en vrai, moi, je suis aussi très pudique. Et pour certains, si vous avez lu ce que j'ai fait, je parle rarement en fait de ma vraie vie intime. Par exemple, je parle très peu de ma sexualité. Enfin, je pense que j'en parle pas. À part qu'effectivement, je dis que je suis avec une femme, par exemple, dans Une année exemplaire, mais ça va pas plus loin. En réalité, je protège beaucoup des espaces que moi je trouve importants. Ce dont je parle, ça peut paraître tout le monde ne met pas la pudeur au même endroit, quoi. C'est ça que je veux dire. Moi, ça me dérange pas de me montrer dans mon lit, dans un bordel pas possible, en train de déprimer. Mais il y a d'autres choses. Je protège beaucoup ma famille, je me protège moi, je protège les personnes avec qui je suis. Donc oui, il y a quand même une limite dans ce qu'on raconte, quoi. Oui, mais on n'est pas non plus dans l'observation impudique, effectivement. Par contre, c'est marrant parce que Troubles, à chaque fois que vous êtes avec d'autres dessinateurs, les autres vous dessinent. Comme si vous ne dessinez pas, que ce soit Edmond Baudouin, du Montreuil, bam. Et surtout, Edmond, il semble avoir beaucoup de plaisir à vous dessiner dès qu'il peut et tout. Et c'est peut-être parce que justement, c'est par rapport à la personnalité. Il voit qu'il y a un peu de pudeur. Alors du coup, ça lui fait plaisir de se mettre et tout. Justement, quand vous travaillez avec d'autres auteurs, vous partez en voyage, ou ça vous arrive, Lisa, de partir avec des collectifs, même vous partez à plusieurs, mais moi, plusieurs dessinateurs, ça m'intéresse. Comment vous faites? Est-ce que c'est pas le challenge, mais est-ce qu'il faut comment
Ça prend la place comme ça. Il faut. Moi, j'ai fait d'autres expériences avec Benjamin Flao aussi et avec Nicolas Dumonteuil, mais je crois que le secret, c'est qu'il faut être pote, quoi. Il faut vraiment s'entendre bien, quoi. Parce qu'il y a la dimension du travail, du dessin et tout ça, mais après, il y a toute la dimension de vie collective, quoi. Donc, il faut aimer manger au même restaurant ou pas manger à telle heure, ou, tu vois, ou dormir n'importe où. En même temps, Et ça, c'est très, très important en voyage, quoi, évidemment, quoi. Ben ouais. Le voyage révèle quand même ça, quoi. Une espèce d'amitié ou voilà, une façon de fonctionner qui est plus ou moins adéquate. Donc l'intérêt, c'est ça, quoi. Et après, voilà, il y a un rythme de travail. Il y a des dessinateurs qui travaillent, tu vois, qui sont très réflectifs, quoi. Nicolas Dumonteuil, c'est le cas. C'est un type qui observe tout comme ça, mais il enregistre tout comme une caméra. Et puis après, le soir, ça ressort directement, quoi. Moi, j'ai peut-être plus besoin de croquer, de faire du croquis, de machin, de la prise de notes en direct. Comme ça. Mais du coup, quand tu voyages avec lui, est-ce que ça te complexe ou ça te mène à un rapport, ça te déformerait par rapport au fait que si tu dis si j'avais voyagé tout seul, j'aurais pas fait l'arbre comme ça parce que Nico, il m'influence à faire l'arbre. Enfin, je dis n'importe quoi, mais non, mais c'est est-ce qu'il y a sûr une influence de la part d'un d'autre Il y a des porosités, ouais, évidemment. Ouais. On va sur certains endroits. Et des fois, ça peut nourrir aussi, ça peut Bien être sûr, une émulsion. Bien sûr, ouais. Une émulation, une émulsion, c'est un dessert. Ouais, ça y ressemble. En plusieurs hauteurs, tu le fais mousser. Sympa. La sauce, quoi. Est-ce qu'après un bouquin, après une enquête, aussi bien Lisa que Troupe, vous avez dit, tiens, maintenant à froid, un an après, j'ai envie d'en reparler, parce que sur le moment, j'étais trop dedans, justement, avec ce rapport au quotidien. On a parlé de Calais, on a parlé de, même des enquêtes, puisque Rétablir fait presque un écho à HP. Est-ce que du coup, il y a des thématiques que vous avez envie de remettre dans votre travail, ou vous avez dit, maintenant c'est fini, je ne peux plus y toucher ou... Moi, la psychiatrie revient à chaque fois à chaque fois, elle est revenue 2 fois. Là, je vais faire une suite, mais je vous avoue qu'à chaque fois, j'ai plutôt plus du tout envie d'en parler, passer complètement à autre chose. Et c'est plutôt, je suis rattrapée par exemple, Se Rétablir. Je voulais vraiment pas en faire 2 tomes, mais il s'avère que j'ai rencontré des gens qui m'ont raconté des histoires. Et je me suis dit, je ne peux pas ne pas parler de cette histoire-là. Du coup, on se retrouve un peu embarqué. Les sujets, c'est ça, c'est qu'en fait, après, il y a de l'humain. On rencontre des gens, on se retrouve concerné par la cause et puis impliqué. Et du coup, après, c'est compliqué de dire maintenant je referme le truc et je me concentre sur autre chose. Donc, c'est un peu, pour moi, c'est un peu on est entraîné sur un tapis roulant et on a beau vouloir faire autre chose, on n'y arrive pas. Et c'est un peu comme. Même au-delà de ça, c'est un peu comme faire de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, je m'étais dit, mais là, j'en ai pas trop fait ces derniers mois. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'en avais besoin, que c'était comme une nécessité, que j'avais pas de plaisir. En fait, ça faisait des années que je me disais, en fait, j'ai pas tant de plaisir que ça à faire de la BD. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas une question de plaisir, c'était une question de nécessité. Et que je pouvais pas ne pas en faire. C'était comme ça faisait partie de moi et que si j'en faisais pas, d'un coup, il me manquait une jambe, quoi. Et en fait, c'est pareil quand on commence à parler de sujets comme ça et qu'on se sent concerné, on peut plus les laisser, les gens. On peut plus se dire, voilà, maintenant, c'est pas possible, quoi. Donc, il y a une espèce d'attachement qui s'installe et qui fait qu'on a envie d'aller au bout du récit, même si moi, je vous avoue que les derniers sujets que j'ai traités, ils m'ont beaucoup coûté émotionnellement. Je veux dire, moi, je n'étais pas habituée à recevoir des récits comme ça, à être dans des environnements comme ça, et je me suis dit, là, j'aimerais bien faire un truc super léger, mais quand j'ai commencé à réfléchir à des sujets légers, j'avais pas du tout de plaisir non plus. Je me suis dit, non, maintenant je vais être obligée alors, du coup, de continuer avec mes sujets lourds, parce que le sujet léger, en fait, ça m'intéresse pas, quoi. En ce moment, j'ai l'impression qu'il faut que je finisse ce que j'ai commencé pour... ça nourrit pas l'âme, ça... Ouais, pas gratifiant. et puis, on a une espèce de... Moi, je me rends compte que j'ai une notion très forte de devoir, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, mais en fait, j'ai le devoir d'aller au bout de ce projet. D'un coup, après, on se le met soi-même, hein, personne ne m'a obligé, mais on a une espèce de notion de devoir, quoi. Je sais pas, c'est... Non, mais c'est sûr, on rentre en empathie avec des gens et on se fait des connaissances, on se fait des amis et puis on peut pas couper les choses comme ça, quoi. Il y a des sujets qui hantent, qui reviennent ou qui... Ouais, c'est ça, ouais. Des trucs qui reviennent. Moi, j'aime bien revenir, tu vois, sur un voyage, faire un voyage et puis revenir au même endroit et revenir au même endroit. Tu vois, passer plusieurs couches comme ça, je trouve ça vraiment toujours intéressant. Il y a une première couche la première fois que tu découvres un pays ou tu vois ou des paysages, c'est halluciné. C'est beau, et puis après, quand tu reviens, ça devient l'habitude et ça se creuse autrement, les canaux comme ça, tu vois. Donc, je sais pas, faire des bouquins sur le même sujet, mais sur des biais un petit peu différents, c'est pas évident, hein, mais... Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on a le retour des gens.
C'est-à-dire qu'on fait son livre, ça. mais après, c'est pas comme si... Après, on a tous les gens qui accueillent le livre et qui vont nous dire ça m'a fait du bien, surtout quand c'est des sujets comme ça un peu importants. C'était bien d'en parler, ça m'a touché, ça m'a donné envie de m'investir aussi dans ce genre de projet. Et du coup, on a aussi ce truc-là d'avoir tout ce retour. On se dit maintenant, les gens ont envie que je continue. Et c'est vrai qu'on est poussé aussi par l'envie des autres. Et c'est ce qui fait effectivement qu'on... Moi aussi, pareil, j'aime bien revenir plusieurs fois dans les pays parce qu'on découvre à chaque fois autre chose. Et c'est vrai qu'après, on se retrouve... porté par les lecteurs en fait aussi, pas que par notre propre envie, quoi. Mais surtout si vous travaillez avec un blog, il y a cette instantanéité, du like. Et justement, c'est une influence sur votre... T'as un blog, Troubs? Non, moi, j'ai pas du tout T'as de pas de blog. blog, non, Il y a un site qui est très bien fait. Si vous voulez retrouver toute les livres et les extraits de Troubs, il y a un site qui est très bien fait, mais il n'y a pas un blog, effectivement. Le blog? Alors oui, effectivement, le retour du public est ultra important. Après, j'ai pas mal d'addictions, j'en ai fait un livre. Mais finalement, les réseaux sociaux, c'est pas une addiction. C'est-à-dire que je peux ne pas y aller pendant longtemps. J'y vais que quand je poste. Mais après, c'est évident que pour moi, c'est un moteur. C'est-à-dire que d'ailleurs, la structure qu'on a créée fonctionne beaucoup avec des auteurs qui ont un gros réseau social. Et il y en a certains qui sont un peu réfractaires et qui disent mais moi j'ai pas envie de devoir faire des choses en fonction des gens, j'ai pas envie de faire de me prostituer. Il y en a qui sortent même et moi je dis moi je l'ai jamais senti comme ça. Je fais ce que j'ai envie de faire, mais c'est vrai que les retours des gens sont, oui c'est ça, c'est un carburant pour moi. Être lu au fur et à mesure et qu'on me dise vas-y continue, ça me fait du bien que t'aies parlé de ça et tout, oui ça me donne envie le lendemain de continuer. Et s'il y avait pas ça, j'avoue que je me serais peut-être arrêtée parce que c'est dur, c'est des sujets durs. Et donc oui, moi je trouve ça... Moi j'adore les réseaux sociaux utilisés de manière raisonnable. Et, moi la façon dont je les utilise, en tout cas, ça m'apporte beaucoup. Je comprends que ce soit après un piège dans lequel on peut tomber. Et après on peut se retrouver dépendant. Mais moi j'ai pas grandi malgré tout. Même si j'ai tenu un blog et tout, j'ai grandi avec l'édition traditionnelle. Donc je pense que j'arrive à un âge où c'est moins... je joue moins ma vie sur les réseaux. Après si ça marchait pas, j'aurais arrêté tout simplement. Il y a aussi le... Mais voilà... Ouais, le retour est important, quoi. Et donc, a priori, ça a marché, les blogs, les réseaux sociaux, ça vous a même donné envie de pousser une expérience éditoriale, non pas inspirée des réseaux sociaux, mais inspirée de la communauté, de financement participatif et aussi de groupement. Donc, c'est la maison exemplaire. Donc, plus de droits, moins de galères, avec un fonctionnement différent. Alors déjà, qu'est-ce qui vous a motivé dans la création de... Déjà, il y avait le livre à la base, mais pas que. Au départ, je me suis auto-éditée donc avec une année exemplaire parce que j'avais envie de suivre la chaîne du livre de A à Z. J'avais envie de maîtriser ça faisait presque 20 ans que je faisais de la BD. J'avais envie de voir ce que ça faisait, de toucher à tout, quoi, de voir ce que c'était. Chaque métier, en fait, de la BD. Et au final, je me suis bien rendu compte que c'était un métier. Chaque chose était un métier. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec une équipe tout de suite. En fait, j'ai pas fait ma BD seule. Il y a quelqu'un qui a fait le suivi de Fab, qui est un professionnel, notamment Damien Filiatre, donc Estocafiche de chez Misma, qui a fait mon suivi de Fab. Il y a une graphiste qui a fait ma maquette. Il y a une correctrice orthographique professionnelle qui a corrigé. Et c'est ma sœur qui s'est mise à stocker, à distribuer mes albums. Donc, en fait, je me suis dit, tiens, un livre se fait pas tout seul. Et ensuite, moi, j'ai contacté des libraires. On a travaillé énormément aussi en librairie. Et finalement, je me suis dit, ça c'est la première constatation, c'est dire on ne fait pas un livre tout seul, ça c'est une évidence. Il y a toute la chaîne du livre est indispensable. Et ensuite, c'est parce que moi, ça faisait 20 ans que j'étais chez des gros éditeurs et que parfois j'avais l'impression que j'étais pas aussi défendue que ce que j'aurais souhaité. Et j'avais une frustration aussi des contrats signés que j'ai trouvé souvent avec des clauses souvent abusives. Et pour autant, je m'entendais très bien humainement avec les éditeurs, autant je trouvais qu'au niveau des contrats, au niveau de la rémunération, moi en 20 ans, j'ai gagné moins au bout de 20 ans qu'au début de ma carrière, on était moins payés. Et j'avais envie de voir ce que ça donnait si je gérais le truc moi-même. En fait, de dire est-ce que je vends mieux, est-ce que ça se passe mieux, est-ce que je communique mieux si c'est moi qui le fais. Donc voilà, c'était ça. Quand je me suis rendu compte que oui, pour moi en tout cas, ça marchait mieux tout seul, je me suis dit mais pourquoi pas faire de cette réussite individuelle, donc une réussite collective, et monter une maison d'édition où on permettrait à des auteurs qui ont une notoriété sur les réseaux sociaux ou les aider d'ailleurs à monter leur notoriété. Pourquoi on pourrait pas faire un truc où ça ferait profiter à ces auteurs-là d'une meilleure rémunération, parce qu'en fonctionnant par crowdfunding, donc on a créé un site de crowdfunding personnel, on peut payer les auteurs 3-4 fois plus que ce qu'ils sont payés normalement. Ils ont des droits d'auteur beaucoup plus importants. Et donc là, au bout d'1 an et demi, 2 ans d'existence, je peux confirmer que, notamment pour les jeunes auteurs, c'est des droits décuplés.
on n'est même pas à 3-4%. C'est des droits décuplés, parce que c'est des avances, mais c'est pas des avances. Chez nous, c'est des livres qui sont déjà vendus, donc ils touchent plus d'argent. Les auteurs confirmés ont aussi pu toucher beaucoup plus d'argent, en tout cas au moins pareil que ce qu'ils auraient touché chez un éditeur normal. Et nous, c'est vrai que cette maison d'édition, elle s'est créée à cause de la paupérisation. C'est la paupérisation des auteurs et les contrats abusifs, moi, personnellement, qui m'ont donné envie de créer la maison d'édition. Mais le contenu, si vous voulez, on trouve chez nous ce qu'on pourrait trouver chez n'importe quel éditeur classique. On n'essaye pas de révolutionner l'édition. C'est plus au niveau de la paupérisation. Moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué que depuis 20 ans, le revenu des auteurs, il baisse comme ça, que les gens, on leur propose sans ciller 1 000 € d'avance. 1 000 € d'avance pour un bouquin qu'ils vont passer 6 mois à faire. Et qu'on leur dise surtout... pendant des mois et des années, enfin moi j'ai vu ça, il n'y a pas de solution. Quand un auteur disait est-ce que je pourrais avoir des meilleurs droits, non, sinon toute la chaîne du livre s'écroule. On nous a fait porter la responsabilité de l'équilibre de la chaîne du livre depuis des années, et moi j'ai essayé de te proposer autre chose. D'ailleurs ça ne s'adresse pas à tout le monde et ça ne pourrait pas convenir à tout le monde, mais on a essayé de proposer une solution, alors qui n'est pas idéale, hein, mais parce que l'idéal serait qu'on ait un statut juridique et qu'on soit comme les intermittents, qu'on touche des revenus. En vrai, il y a un problème de statut. Mais voilà, donc l'idée, c'était vraiment politique. Là, pour le coup, cette maison d'édition est politique. Et tous les gens qui travaillent dans cette maison d'édition sont payés au pourcentage. Que ce soit les libraires, ça ils ont l'habitude, que ce soit nous les auteurs, que ce soit la correction orthographique, que ce soit le suivi de fab, tout le monde touche un pourcentage sur le livre. Donc les gens, en fait, au fur et à mesure, se retrouvent assez bien rémunérés parce qu'une correctrice orthographique, là, la nôtre, qui fait tous les livres, là, il y a maintenant une rente tous les mois, qui est des livres anciens qu'elle a déjà fait. Donc oui, donc tout le monde est... Finalement, ça améliore un peu le sort de tout le monde. Alors, ça fait qu'1 an et demi, on a encore des choses à ajuster, hein, c'est loin d'être parfait, mais on est assez content du résultat pour l'instant, quoi. Vous avez combien de livres Là, on a 22 titres qui sont sortis en 1 an et demi, donc c'est quand même pas mal. Une belle production, oui. Ouais, on est content. Alors au début, on a eu un peu de... La relation libraire se développe au fur et à mesure. Au début, ça a été un peu compliqué parce que d'abord, on n'avait pas les moyens de faire du retour, donc on proposait du ferme. Les droits, la remise était un peu plus basse. Maintenant, on a une remise qui est franchement donc de 37%. Et comme on offre les frais de port à partir de 5-6 albums commandés, les frais de port offerts, on en a fait un calcul, on arrive à peu près à 40%. On a développé une plateforme libraire qu'on essaye de rendre le plus clair possible. Donc on fait tout un travail, mais on a des limites. Par exemple, on ne peut pas prendre de retour parce qu'on ne bosse pas chez Prism. Ça, c'est notre grosse limite. Mais on essaye vraiment aussi d'expliquer, et je comprends que ça énerve un libraire aussi qui doivent commander sur notre site directement. Mais nous, on essaie de dire, mais écoutez, on fait ça pour que les auteurs arrêtent d'être pauvres. Et la contrepartie du libraire aujourd'hui, c'est pas de gagner moins, c'est d'accepter de commander, de ne pas pouvoir les retourner, donc ils commandent moins, mais ça c'est pas grave, et de devoir éventuellement commander chez nous. Mais on essaye, voilà, c'est pas parfait, mais pour les libraires, moi je pense qu'on a vraiment fait le max pour l'instant. Donc voilà, on gère on essaye de trouver des solutions pour que, au fur et à mesure du temps, je pense que ça va s'améliorer de toute façon. Donc voilà, au début les libraires n'étaient pas trop contents. Les éditeurs non plus, parce qu'ils pensaient qu'on voulait faire une maison d'édition sans éditeur, ce qui n'est pas le cas. On a des éditeurs professionnels qui travaillent chez nous. Donc voilà, au fur et à mesure, mais on est content, ouais, on est super content. Ouais. Et donc bravo. Et donc votre dernier ouvrage. Mais... Tu vas arriver, oui. Voilà, donc qui est récompensé, c'est donc l'enquête dont nous a parlé Lisa sur des témoignages. Donc là où elle n'apparaît pas, des témoignages. Alors c'est très touchant, c'est très marquant. Je me demande comment, en fait, des fois, les gens parlaient de ça. Mais juste avant, je voulais demander à Troups, toi, au niveau de l'édition, que ça se passe bien. Tu travailles beaucoup avec des indépendants et Futuro. Voilà, un petit peu. Voilà, et comment les relations ça se sont passe confiantes bien. C'est plutôt des relations personnelles, en fait, avec des éditeurs que je suis depuis longtemps. Et ça se passe plutôt comme ça. Mais c'est une très belle initiative, ce que tu fais, Lisa. En tout cas, ça fait bouger les lignes et c'est important. Et c'est vrai qu'on gagne de moins en moins, qu'il y a beaucoup. C'est très compliqué pour les jeunes auteurs de rentrer dans des grandes boîtes et tout ça, et vraiment d'en vivre tranquillement, quoi. Moi, j'ai toujours pris le parti pris d'habiter à la campagne, de vivre de peu, en fait. Tu vois, globalement, en fait. Et du coup, moi, c'est pas un problème vraiment, quoi. Moi, j'ai envie de faire des livres, je fais des livres, en fait. Et je casse un petit peu peut-être le marché, mais j'ai beaucoup travaillé à côté, faire des trucs à côté, pour pouvoir vraiment être libre sur la création, en tout cas. Mais bon, voilà, tout le monde peut peut-être pas le faire. C'est un système que tu peux reproduire pour d'autres personnes. Voilà, c'est ça. C'est pas un modèle, c'est plutôt un choix de vie. C'est ton choix. C'est un choix de vie que j'ai pris assez radical depuis le départ, et puis que je tiens. Tant mieux, j'ai de la chance de pouvoir le tenir, mais
Mais en tout cas, voilà, donc ça se passe pas trop mal, quoi, pour moi, pour l'instant. Mais après, tout se remet en jeu à chaque fois. Évidemment, à chaque Touche du bouquin, carton. c'est un nouveau contrat qui revient. Et puis voilà, quoi. Mais c'est bien que ça bouge un peu comme ça, en tout cas, sur des initiatives un peu. Oui, après moi j'ai toujours pourcentage. gagné. En plus moi j'ai toujours gagné ma vie très correctement avec la BD, hein. En plus je fais partie des auteurs et des autrices qui n'ont pas eu ce problème de précarité extrême. J'ai juste vu mes revenus baisser, mais comme je faisais plus de choses à côté, ça allait. Mais oui, je pense qu'il faut des. En fait, moi je pense vraiment pas que notre solution c'est la solution, hein. Je pense que c'était. Oui, je pense qu'il faut que ce soit les auteurs qui font bouger les lignes en général, et après. Forcément, on change d'équilibre, donc ça déséquilibre tout le monde, donc les gens sont pas trop contents au début. Mais moi, j'ai vraiment pas de scrupule à avoir fait cette maison. D'abord parce que elle essaye vraiment de respecter tout le monde dans la chaîne du livre, et qu'aussi, faut voir. Enfin là, moi, je suis contente quand j'ai un jeune auteur qui me dit c'est la première fois que je suis autonome grâce à Exemplaire, grâce à ce qu'il a fait chez nous. Il a pu gagner, je sais pas, 13-14 000 euros pour un petit livre en noir et blanc qui est son premier livre. Et je peux vous dire que c'est beaucoup pour un roman graphique tout petit comme ça. Ça fait beaucoup. Quand l'auteur me dit ça, moi je dis c'est ce qu'on voulait. On voulait pouvoir permettre aux auteurs de vivre de ce qu'ils faisaient, de ne pas être dans la précarité. Et donc, quand on y arrive, c'est la réussite, elle est là, quoi. Elle est Après, pas tout le monde. Il y a des auteurs qui ont gagné pas forcément plus que ce qu'ils auraient gagné chez un éditeur classique. Mais quand même, globalement, franchement, c'est chouette, quoi. Et puis avec une bande dessinée qui soit un témoignage humain, qui soit pas une bande dessinée d'exploitation ou commerciale, ou qui soit pas un sujet à la mode. Où c'est pas les sujets sont pas, je veux dire, c'est beaucoup sont pas opportunistes. C'est vraiment des voix personnelles, quoi. Oui, c'est beaucoup quand même de l'humour et des petites formes parce que c'est souvent issu des réseaux sociaux. Après, oui, c'est des BD. Les gens, en fait, les auteurs qui travaillent chez nous aussi, ils maîtrisent la production de A à Z. Donc, ils choisissent leur équipe avec qui ils travaillent. Ils sont impliqués dans la forme du livre. Ils sont impliqués. Donc, en fait, à la fin, ils ont vraiment l'impression d'avoir fait le livre qu'ils voulaient. Donc il y a un gros sentiment la plupart des auteurs nous ont dit j'ai l'impression que c'est vraiment mon bébé, parce que quand on fait un livre dans une maison d'édition classique, je parle pas des petits éditeurs, hein. Moi j'ai toujours été chez des gros, quasiment à part l'Assaut. C'est un peu comme si on mettait notre livre en nourrice, c'est-à-dire qu'on fait notre livre, on le file à l'éditeur, on s'en occupe plus, et on travaille dans la dette, en fait. On est déjà en train de bosser sur le deuxième, et souvent on touche l'avance du deuxième quand on est encore sur le premier. Donc en fait notre livre, il nous est complètement, on est déjà dans l'autre. Là, l'avantage chez nous, c'est quand même que le livre, à la fin, on a vraiment l'impression d'avoir bossé, et aussi l'argent qu'on gagne, c'est pas une avance, et ça change tout, hein. L'argent que les auteurs gagnent et qui se met dans la poche, c'est de l'argent vendu. Donc chaque livre, il retouche. Et ça, c'est très différent. Le sentiment, il est complètement différent de quand on a 20 000 euros, 15 000 euros, 10 000 euros ou 1 000 euros d'avant. C'est que c'est pour des livres pas encore faits. La précarité, elle est là aussi. Elle est d'être tout le temps dans la dette, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. C'est notre truc, bien sûr, évidemment. Ça se rapproche du système du fanzine qui est tu vois, qui était le truc idéal, quoi. Sauf que là, il y a de la distribution en plus. C'était en fait, c'est le do it yourself, quoi. Tu vois, tu peux tout maîtriser, quoi, en fait. Ouais. Et ça, c'est quand même bien, ouais. On va arriver sur la fin de cette rencontre. Juste 2 petites questions. Vos prochains projets? Qu'est-ce que vous avez prévu à venir pour les prochains mois, pour les livres à venir, à sortir Moi, je travaille sur un bouquin sur le Ghana, ouais. Où j'étais au mois de mars-avril dernier. Dans un parc naturel dans le nord du Ghana, en fait, où j'ai enquêté. Enfin, en tout cas, je me suis intéressé aux relations entre les animaux et les paysans, les éléphants qui viennent manger les champs de maïs et tout ça, et le braconnage et tous ces trucs-là, quoi. Donc voilà, là, je suis en train de faire le bouquin. Super. Ça sortira chez Futuropolis. Ouais. Ça sortira à la fin de l'année si j'ai bien travaillé. Voilà. Moi, j'ai pris du retard parce que s'occuper d'une maison d'édition, en fait, ça prend vachement plus de temps que je pensais. Enfin, j'espérais que ça prendrait moins de temps, mais ça en prend beaucoup. Mais là, normalement, je dois faire le tome 2, donc de se rétablir. On va lancer la campagne de financement participatif en février. Okay. Et je pensais sortir le livre en mai, mais en fait, il ne sortira pas du tout en mai. Il sortira, j'espère, avant la fin de l'année 2000. Peut-être fin de l'année 2023, si c'est de la chance. Donc voilà, ça, c'est le prochain projet là, qui est dans les... Et sur Angoulême, vous êtes sur quel stand? Stand de Futuropolis. Tout le temps du salon? Tout le temps du salon, puis à l'association aussi, avec Baudouin. Ok. Et puis aussi au off, avec la Requin Marteau aussi. Ouais. Ah, très bien. Ouais. Alors nous, on est... je pense que l'année prochaine, ce ne sera pas comme ça, mais là, on a eu un plan et on est dans le marché de la Halle, entre le poisson et le saucisson.
On a un stand jusqu'à 14h tous les jours. Donc, comme on n'a pas un créneau horaire très large, moi, je dédicacerai, je pense que samedi à partir de 20h pour la nocturne, normalement. Et je serai là de manière informelle sur le salon. Donc, il est possible de me demander une dédicace si j'y suis. Mais là, je vous avoue que c'est un peu olé olé notre première Angoulême. Donc, l'année prochaine, on fera mieux, je pense. Ça sera un peu mieux. Ben, merci à vous. Est-ce que vous avez des questions peut-être à poser à nos auteurs ? Oui. Bonjour à tous. Merci à vous deux pour votre présentation. Alors, je vais essayer de formuler ça correctement. Ce que je voulais savoir, c'était dans vos voyages, quel a été... est-ce que vous avez eu un gros choc quand vous êtes arrivé dans un pays, dans le sens où vous aviez eu une vision un peu du pays en question, et quand vous êtes arrivé sur place, vous vous êtes dit, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça fait des chocs au début, ouais. Justement, sur les premiers voyages, il y a toujours des choses qu'on découvre. Mais tu vois, j'ai pas d'exemple concret. Peut-être, je parlais de Beyrouth tout à l'heure, en fait. Et moi, c'est une ville qui m'a beaucoup choqué en arrivant. Je m'attendais pas à ça du tout, à cette pollution, à cette hyper industrialisation effrénée dont personne m'avait vraiment parlé avant. Mais peut-être je m'étais mal renseigné. Donc il y a des chocs qui arrivent, oui, comme ça, ouais. Lisa ? Moi, le premier choc que j'ai eu, parce que mon premier voyage, ça a été au Sénégal, en fait, pendant 7 mois, quand j'étais encore étudiante. Ensuite, je suis partie 7 mois au Cambodge, j'y suis retournée tous les ans pendant 5 ans. En fait, le gros choc que j'ai eu au début, c'est de me rendre compte que j'étais blanche et française, et que d'un pays, quand même, d'un empire colonial, qui a été un empire colonial pendant des siècles, hein, et qu'en fait, l'image que je renvoyais dans les pays où j'allais, elle n'était pas neutre. Et ça a été la chose. J'ai mis vraiment des années à comprendre en fait quelle était ma position. Et encore maintenant, je me retrouve des fois prise à partie en tant que Française. Et donc, ouais, c'est de se rendre compte, on est complètement auto-centré, puis sur l'Occident. Enfin, voilà, on a l'impression que être blanc, c'est la neutralité. Et quand on arrive dans un pays, on est le seul blanc sur un rayon de 500 km. Et on se rend compte aussi du mal. Enfin, moi, je suis désolée, hein, mais c'est vrai, un peu du mal quand même qu'a fait. De la rancœur qui existe dans plein de pays sur la politique de la France et la colonisation. Et donc, en tant que Française, je me suis sentie un peu pas très à l'aise. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à intégrer. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi de me déplacer et de me rendre compte aussi de ce que c'était qu'être français et d'être blanc ailleurs, quoi, et qu'il n'y avait pas qu'une réalité, qu'il n'y avait pas qu'une éthique, et qu'il n'y avait pas qu'une façon de voir le monde. Et moi, je sais que j'ai beaucoup évolué. J'avais des espèces de notions de ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, qui a beaucoup évolué avec les voyages. Et aujourd'hui, je sens que je suis beaucoup moins à penser que de mon point de vue, quoi. Je me rends compte qu'il y a plein de points de vue. Et que voilà, ça fait beaucoup de bien. Le voyage, c'est bien pour ça, je dois dire. Oui, c'est vrai, le choc politique aussi. Tu vois, tu arrives dans les pays, tu crois que tout se passe bien, puis en fait, tu te rends compte que les gens ne peuvent pas parler, en Thaïlande ou des trucs comme ça. J'étais en Égypte aussi récemment, là, c'est une catastrophe, l'Égypte, politiquement, en tout cas. Tu sais, même Monaco, hein, c'est comme ça. C'est vrai, une catastrophe, Monaco. C'est vrai. Mince, alors. D'autres questions ? Est-ce qu'un libraire veut réagir sur la maison d'édition ? Non ? Oui ? Attendez, j'arrive. Oui. Pardon, moi je suis libraire et ça me donne envie de travailler avec vous. Voilà. Ah, merci. C'est vrai qu'on a une réunion le 6 justement avec le syndicat des libraires. Parce que c'est vrai qu'il y a une incompréhension et nous, c'est pour ça que maintenant je suis contente que vous disiez ça, parce que nous, en plus, on a passé énormément de temps à réfléchir à la relation libraire. Donc cette interface libraire, là, ça paraît bête, mais on a mis des semaines et des mois à la créer. Et on a vraiment une envie de travailler parce qu'on se rend compte en fait que la librairie, c'est le deuxième souffle du livre. C'est-à-dire que la ligne
D'abord, c'est pas les mêmes personnes qui achètent en ligne et qui achètent en librairie. Et ça, je le redis tout le temps. Donc, faut pas se sentir menacé par le fait que nous, c'est vrai qu'on vend beaucoup en ligne au début, mais en fait, si vous voulez, il y a la première impulsion, ce qui permet de financer le livre, c'est la ligne. Mais en fait, on se rend compte, moi je vois personnellement, à la fin, c'est les libraires qui me font vivre sur plusieurs années. C'est les librairies qui nous défendent au quotidien. Donc nous, on se rend bien compte donc on a vraiment envie, mais après, on veut plus travailler. En fait, c'est de manière générale avec la chaîne du livre, on ne veut pas travailler sous n'importe quelle condition. Et c'est vrai qu'on demande aux libraires un effort, mais je trouve que l'effort qu'on demande aux libraires, il n'est pas non plus... D'abord parce que économiquement, on a su entendre... Quand on était à 35%, on nous a dit c'est trop bas. On a su entendre ça, donc on a monté à 37, plus les frais de port offerts. Donc on est à 40. On estime qu'on a fait le max, parce qu'après, c'est au détriment des auteurs. Hein. Tous ces pourcentages-là, c'est des pourcentages en moins pour l'auteur. Et ensuite, c'est de dire, oui, ok, c'est du ferme, mais achetez moins de livres si vous avez peur de ne pas les vendre, mais quand même... On a quand même plein d'auteurs qui sont tout à fait bankable et qui se vendent très facilement chez nous. Et voilà. Et la troisième truc, c'est les retours. Et effectivement, on ne peut pas passer par prise. Donc en fait, c'est des efforts qu'on demande. Mais moi, je pense qu'on a vraiment hyper envie de travailler avec vous. De toute façon, je pense que ça se ressent dans notre projet. Et je suis contente si justement, on arrive un peu à faire changer d'avis des libraires qui étaient au début un peu... réticents à bosser avec nous. Par exemple, Super Héros à Paris bosse pas avec nous. Je veux dire, je vais aller les voir là. Et je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a un truc comme ça de blocage de départ. Qui est plus une incompréhension, un problème de communication, qu'un problème de fond. En fait, tu as supprimé la partie de maillons de diffuseurs et distributeurs qui sont en fait ceux qui sont les plus riches vraiment dans la chaîne du livre aujourd'hui. On l'a, hein, ce maillon-là, et en plus il nous coûte cher, mais c'est vrai que c'est ma sœur, en l'occurrence, qui a monté sa boîte. Mais oui, on a sauté ça parce que du coup, on n'a pas de commerciaux. Alors on essaie de compenser avec des newsletters, et je comprends bien que c'est pas du tout la même chose. Hein. Mais c'est vrai que oui, on a supprimé cette partie-là parce qu'on avait envie de voir où allait l'argent aussi, qu'on rétribue à l'auteur. On avait envie de savoir où passait tout, et c'est agréable de savoir où va l'argent et pourquoi l'auteur gagne ça, et de ne pas avoir une impression d'argent, on ne sait pas où vont les... Et il est important de dire aussi que tu ne travailles pas avec les chaînes. Non, on travaille pas avec les... Ni avec Amazon. Pas avec Amazon, on travaille pas avec la Fnac, on travaille que avec les librairies indépendantes. Et parce que nos conditions, on bouge pas. On nous dit 40, on dit bah non, 37, mais on nous dit des retours, on dit bah non. Donc on bosse avec aucun gros... on bosse avec aucun gros média. On bosse que avec des librairies indés, et ça, enfin indés ou des groupements de librairies, mais parce qu'on bosse quand même avec Gibert, on a des... Donc voilà, oui, nous on est dans une démarche de protection et de soutien à 200% des librairies, ça c'est sûr. C'est un peu comme ça qu'a commencé l'association. Oui. Le collectif d'auteurs part du compte ferme. De toute façon, comme tu le disais tout à l'heure, une maison d'édition qui démarre ne peut pas vraiment se permettre d'avoir du retour et d'avoir une compta comme ça flottante. Donc c'est aussi qu'on n'a pas pu faire autrement, parce que nous, en vrai, si on pouvait faire du retour et que c'était pas compliqué, on le ferait. Mais c'est que là où on en est, nous, et aussi pour pouvoir payer l'auteur, ça voudrait dire qu'on paye pas l'auteur tout de suite puisqu'on attend des retours. Ça veut dire aussi qu'il y a des librairies qu'il faut relancer, parce que bon, on est tous pareils, hein, il y a des libraires, il faut toujours les rappeler parce qu'ils ont plein de choses à gérer en même temps. Donc oui, nous, c'est ce qui pour nous semblait le plus viable. Et c'est vrai qu'on s'est dit, nous on fait tout pour bosser avec les libraires qui veulent pas travailler avec nous. C'est vrai qu'on n'est plus dans un état de dépendance comme d'autres éditeurs, comme on fait de la ligne, et que les revenus de l'auteur sont générés beaucoup au départ par la vente en ligne et par les crowdfunding. On n'est pas dans une dépendance financière aux libraires, mais on est dans une dépendance affective, et on a envie de bosser parce que c'est toujours mieux d'être en librairie. Mais c'est vrai que du coup, on ne cède pas sur des... On a essayé de faire... voilà. On n'est pas soumis à la volonté des librairies, et du coup on travaille avec les libraires qui ont vraiment envie de bosser avec nous, et c'est aussi extrêmement agréable de bosser avec des libraires motivés, hein, ça je dois dire, voilà. On les remercie parce qu'aujourd'hui les retours sont libres pratiquement chez tous les éditeurs, hein. Je sais pas, les libraires peuvent me confirmer. De quoi C'est beaucoup plus risqué d'acheter du compte ferme, parce qu'aujourd'hui le retour est quasiment libre chez tous les gros distributeurs. Mais... Oui, après, nous, on fait du paiement à 90 jours fin de mois. Hein. C'est-à-dire que le libraire qui achète chez nous, il ne paye pas son livre tout de suite, il le paye 90 jours plus tard. Donc, il a quand même un petit temps pour le vendre. Et donc, globalement, je pense que au final... Et puis, on a quand même des auteurs comme Boulet, Théo Grosjean, même moi, qui vend quand même correctement, Anouk Ricard. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... le libraire qui achète des Boulet ou des Théo Grosjean, il est quasiment sûr de les vendre. On n'est pas dans des achats risqués trop non plus, quand même. Il y a quelques livres qui demandent un peu d'audace, mais globalement, on n'est pas dans des trucs invendables. Hein. Mais c'est vrai qu'un libraire qui démarre, il a 30 jours fin de mois chez Hachette. Nous, on a 90 jours. Voilà. Donc, en vrai, franchement...
Mais parce qu'on a des amis libraires, moi j'ai des amis libraires, et quand on a monté la structure, je l'ai discuté avec eux en disant c'est quoi qui serait le mieux, sachant qu'on ne peut pas faire de retour, et c'est eux qui m'ont dit ce truc des 90 jours, donc on a vraiment essayé dès le départ de faire un système qui puisse convenir aussi à la trésorerie des libraires. Nous on a conscience du fait qu'il n'y a pas de stock, il y a des librairies qui sont petites, on peut pas toujours... Et par exemple pour les dédicaces aussi, on autorise les retours là par contre. Un auteur qui vient en dédicace, évidemment, le libraire va commander 60 bouquins, on ne va pas lui dire tu les gardes. Donc on autorise les retours. En fait, on autorise les retours avec des cas. Il y a des cas particuliers voilà, où on autorise les retours, évidemment. Donc tout est aussi de la discussion. Voilà. D'autres questions? Oui. Je vois pas très bien aussi. Bonjour, moi je travaille en bibliothèque et donc je suis très choquée d'entendre que les libraires, en fin de compte, achètent les livres avec 40% de réduction. 37, nous on est à 37. Mais dans quoi on prie le... Enfin, quel est le prix du livre ? Ça dépend des livres. Non mais je veux dire, vous quand la maison d'édition vend le livre... Est-ce que vous remontez les marges en sachant que vous allez devoir descendre à 37% ? Nous, en fait, avec Exemplaire, on touche 15% de droits. Quand on va en ligne, on prend 15% Exemplaire. Je vous le dis franchement, l'auteur, en général, prend 40%. Et quand on est en librairie, on prend plus que 8% et demi. Et tous les gens de la chaîne du livre, enfin, la correction orthographique et tout ça, baissent tous leur pourcentage, et l'auteur aussi. En fait, l'auteur, en librairie, en réalité, il touche entre 18 et 25% de droits, ce qui est quand même déjà le double de ce qu'il touche normalement. Et en ligne, il touche 40-50%. C'est pour ça que nous, chez Exemplaire, on dit que l'auteur, en moyenne, touche 30-40% de droits en plus, parce qu'en librairie, il touche effectivement beaucoup moins, mais on arrive à dépasser les 15%, les 20%, donc ça reste honnête. Mais effectivement, le libraire touche le double de ce que touche l'auteur. Après, le libraire a plus de frais. On entend aussi la nécessité. Ah non, mais je ne mets pas en cause... mais c'est vrai que ça diminue beaucoup les... Mais on gagne tous moins. Quand on va en librairie, en fait, toute notre économie est moins importante, mais on part du principe que le libraire vend beaucoup plus de livres aussi. Donc ok, on gagne moins, mais comme il en vend 10 au lieu d'en vendre 1, au final, on est très content. On a un peu plus de mal avec les gens qui n'en achètent qu'un seul, mais on leur fait payer les frais de port dans ces cas-là, enfin une partie des frais de port. Mais c'est vrai par exemple, ça c'est un peu plus embêtant pour nous quand un libraire nous achète un livre. C'est vrai qu'on on se dit, c'est compliqué, ça nous coûte cher, et pour le coup, on n'a aucun intérêt à faire ça. C'est plus intéressant quand les libraires disent, alors on commande un peu des bouquins de la collecte, quoi. Mais ouais, je ne sais pas quelles sont les réductions en bibliothèque. Mais nous, la plupart du temps, c'est 9%. C'est la loi, voilà. Merci. Ah, en bibliothèque. Ah bon? À cause de ça? D'accord, ok. Ok, d'accord. Pourquoi tu veux réagir? Non, je trouve qu'il n'y a rien de choquant dans les 40%. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de choquant dans les 40%, en sachant qu'un libraire, c'est pas une moyenne de 40% de remise chez tous les éditeurs, c'est une moyenne entre 33, 35, 36. Et en sachant qu'en plus, effectivement, pour les collectivités, il y a ces 9%, les 6% de la SOFIA, voilà, tout s'équilibre correctement. Par contre, félicitations, parce que justement, je trouve que c'est quand même 37 et 40, c'est quand même un vrai effort de votre part que beaucoup de gros diffuseurs ne font pas ou éditeurs ne font pas. Et les 90 jours aussi. Ça, c'est vraiment effectivement une preuve que la librairie indépendante vous tient à cœur. Et voilà. Oui, puis les 40, en plus, c'est assez intéressant parce que les 40%, ils arrivent, c'est un peu de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si le libraire nous... En plus, 5 livres, ça va, c'est pas énorme. À partir de 5-6 livres, on passe à 40%, puisque les frais de port étant offerts, ça revient à peu près à ça. Donc on estime qu'on est dans un truc assez équilibré où le libraire qui a envie un tout petit peu de nous soutenir, sans forcément en commander 50, il peut avoir très vite des droits... je suis contente que vous disiez ça, parce que on se creuse la tête depuis le début pour ça, quoi. Donc voilà. À 40 € d'emblée, si vous savez que forcément il y aura 40%. Pourquoi pas dire le livre vaut 40 €, vous l'achetez 40 € et le lecteur l'achètera 40 €. C'est comme si les agriculteurs ont dit le stock qui voulait, en fin de compte, là, le juste. Comment tu arrives à dire 40% et le vendre le livre perso Alors, nous,
Ah, ben quand c'est pour nous, c'est l'auteur. Donc c'est tout. C'est que quand le livre, on le vend à 20, nous, d'abord, on essaie de faire des livres à moins de 20 € ou 20 € max. Déjà, on essaie de faire des livres pas trop chers. Ensuite, les 20%, ben, quand c'est en ligne et qu'il y a 37% en plus les frais de port en moins. Donc bref, cet argent-là, il revient à tous les gens qui ont travaillé sur le livre, hein, à l'auteur en premier, puis ensuite à nous, puis ensuite à la correctrice orthographique, au graphiste, au suivi de fab. En fait, tout le monde est mieux payé en ligne qu'en librairie. Puis sinon, en librairie, bah, ça revient au libraire. Et voilà. C'est juste... Ouais, Vous connaissez la chaîne du livre, le partage de la valeur dans toute la... Oui, non, parce que juste, c'est pas, non, mais c'est pas, ça peut être important de le rappeler s'il y a besoin. En gros, on a le diffuseur-distributeur, donc qui inclut donc la librairie et le transporteur avec son petit camion et les commerciaux. Il touche à peu près 60-65% de droits. Ensuite, on a l'auteur qui touche autour de 8-10%. L'éditeur, ça dépend s'il a son propre réseau de diffusion-distribution ou pas. Il touche à peu près 15%, on va dire 15%. Et ensuite, je crois que là, on a déjà le... J'ai pas le camembert en tête. En gros, c'est ça à peu près. Lisa, c'est quand le livre est vendu. Parce que quand il n'est pas vendu, le seul qui touche, c'est le transporteur, le diffuseur et distributeur. Sachant que les gros éditeurs ont leur propre réseau, donc se font de l'argent juste en faisant des transports de livres. Voilà. D'où la surproduction. Ouais. C'est gagnant partout, là. C'est pour ça qu'on a préféré avoir notre propre diffuseur, quitte à pas gagner plus, mais au moins, c'est pas ça. On sait qui est payé, on sait... Ah oui. Mais moi, j'ai tout de suite... la première réaction que j'ai eue, c'est de dire, OK, la chaîne du livre est indispensable. Il faut des gens, c'est un métier, tout est un métier. Et ça, c'est vrai. Non, mais oui, évidemment. Je veux juste... on vient de terminer une enquête à Alca sur l'édition et la librairie donc, en Nouvelle-Aquitaine. Quand on a posé la question de la rémunération de l'éditeur et du libraire, 50% gagnent moins que le SMIC. Juste rappeler ça. Voilà. Oui, c'est comme nous, quoi. En fait, on est tous pauvres. Et des éditeurs qui ont répondu. Attention, c'est un panel, c'est pas l'ensemble. C'est 25%, 25-30%. Distributeurs, c'est les grands groupes. Oui. Ah oui, donc c'est pour ça que votre démarche elle est intéressante, elle peut être intéressante aussi pour nous. Elle permet justement politiquement de couper les grands groupes et d'aller directement presque de l'éditeur-auteur au libraire. En ce sens-là, politiquement parlant, la démarche elle est aussi intéressante. Ah oui, et c'est pour ça qu'au début, j'entendais beaucoup de choses négatives sur notre... Parce que aussi, on n'était pas... C'était le début, on n'a pas très bien communiqué. Enfin, même, mais c'est vrai qu'au final, je suis contente parce que c'est exactement notre but, c'est d'essayer d'être producteur ou distributeur, de bosser avec le moins d'intermédiaires possible et de maîtriser les intermédiaires, voilà. Et puis et de mieux, d'avoir un vrai effet de ruissellement, ce qu'on essaye de faire nous avec Exemplaire, quoi. Et on a aussi notre propre réseau de distribution-diffusion parce qu'on fait des crowdfunding, donc on fait des campagnes, et que dans les campagnes, il y a des packs. Donc il y a aussi toutes des livraisons particulières et tout. C'est pour ça parce que les diffuseurs-distributeurs, ils font qu'en librairie. Nous, on avait besoin aussi de pouvoir travailler avec les particuliers. Et c'est pour ça qu'on a aussi monté notre réseau, notre propre structure, parce qu'elle fait tout. Elle envoie aussi bien aux particuliers qu'aux libraires, que des packs. Voilà. Il ne faut pas se leurrer, les gros aussi vendent en direct. Hein, c'est pareil. Aussi sur les sites. Oui, c'est vrai qu'ils vendent en ligne, mais... Oui, en ligne. Plus de questions ? Merci beaucoup. On va clôturer là. Merci.